Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui le maire de Bande-Laveline et par ailleurs vice-président, conseiller départemental pardon, du canton de Saint-Dié-de, Stéphane Demange. Bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors comment et pourquoi le petit-fils de paysan, devenu directeur d'école, s'est-il engagé en politique? Racontez-nous sommairement votre parcours. Bon, je ne vais pas dire que je suis tombé dedans, mais c'est une chose qui m'a toujours plu depuis mon plus jeune âge. Déjà, bon, les années école, collège, lycée, toujours élu, délégué, etc. Des petites choses comme ça. Et puis surtout, la maison familiale était exactement devant la mairie. Elle l'est toujours. Et puis j'ai toujours vu le maire passer, aller à la mairie. Et ça m'a toujours intéressé. Je pense que la politique, c'est un petit feu sacré. Et au début, je pense, une étincelle, quelque chose qui vous donne de l'intérêt. On dit que ça se perce chez les jeunes, j'y crois pas forcément. Si on peut s'exprimer là-dessus, après on en parlera. Mais c'est une étincelle, on peut souffler dessus, ça prend pas. Chez moi, ça a bien pris, mais c'est pas l'essentiel de ma vie quand même. Alors dans votre parcours, vous dites aussi clairement que vous êtes redevable des vertus de l'école républicaine. Pourquoi donc? L'école républicaine a été faite pour mettre en place l'ascenseur social, le fameux ascenseur social qui remonte à la Troisième République, de dire on en finit avec les charges de père en fils, avec les charges de famille, avec Le les charges, déterminisme le social, déterminisme. Et l'école républicaine, déjà à l'époque de la Troisième République, permettait à ceux de l'école publique qui avaient un petit don, un petit peu de motivation, de s'élever, d'acquérir des diplômes peut-être, et de s'élever tout simplement. Donc moi je dis souvent que je dois tout à l'école, hein. alors cet Et ascenseur social, il est bloqué, comme beaucoup le disent aujourd'hui, à votre avis, ou est-ce qu'il fonctionne toujours? il est difficile. Il est difficile, il mériterait un petit peu d'huile à mon avis dans les rouages. Aujourd'hui on voit que l'école est surtout là pour reproduire malheureusement Les les inégalités? différences sociales. Ça se voit dans les statistiques, c'est absolument incontestable. Et ça se voit plus que je dirais ce qu'on pouvait connaître dans la première moitié du XXe siècle. On a des exemples vraiment d'élévation très très importante. Et en ce moment, alors il ne faut pas se décourager complètement. Le jeune qui veut, il peut réussir. Mais on lui met quand même beaucoup de bâtons dans les roues, surtout quand on est issu de milieux immigration ou autre. Alors on a senti à travers les premiers échanges entre nous que la littérature, l'histoire, tout ça vous a construit. Aujourd'hui, vous faites partie d'une famille politique, le Centre Droit, membre du Parti radical depuis des années, le PR comme on dit, qui tenait son congrès national à Saint-Dié ce week-end. On va voir quelques images. Vous avez participé aux premiers travaux le vendredi. À quoi ça servait? En gros, on donnait le ton de la future campagne des européennes, c'est bien ça? Alors ça, c'était l'objet du deuxième jour de congrès, puisqu'il y avait 2 jours à Saint-Dié-des-Vosges. Donc le vendredi soir, un accueil, et le Avec entre autres vendredi, la ministre qu'on voit là, Dominique Faure, ministre des collectivités tout à fait, il territoriales. y avait la présence d'une ministre, de plusieurs anciens ministres, de 2 nouvelles sénatrices élues la semaine précédente. Le Parti radical s'est saisi le vendredi d'une question, moi, que je soulevais depuis longtemps. Et souvent, le Parti radical s'enfermait dans des questions de laïcité, etc., des questions qui sont très importantes par ailleurs, hein, mais des questions un peu passées. Et heureusement, le vendredi, il s'est saisi du débat de l'intelligence artificielle qui va bouleverser nos vies à tous et personne ne voit vraiment comment. Et le deuxième jour, le samedi, c'était plus des questionnements sur l'Union européenne et en effet en vue, je pense, de la préparation des élections européennes, ce à quoi je n'ai pas participé. Alors vous êtes adhérent depuis des années, après avoir été socialiste dans votre jeune temps, le Parti radical, pour vous, c'est toujours cette famille-là qui vous imprègne? Ou est-ce que vous posez des questions, notamment sur le rattachement aujourd'hui à la force gouvernementale? Non, le Parti radical, c'est le plus vieux parti de France, un parti qui a fondé la République, un parti essentiel dans l'histoire de la Troisième République, qui existe encore, qui vit. C'est un parti d'élus, hein, pas forcément un parti avec Avec des beaucoup centaines de d'adhérents, milliers oui. Mhm. de militants. Et ce parti a, disons, comme ADN, bien sûr, les valeurs républicaines, les valeurs laïques, les valeurs européennes et les valeurs écologiques. Donc c'est un parti de centre. Moi je suis pondéré, c'est un parti dans lequel je me sens bien. On a parfois reproché au parti radical d'être la gauche de la droite ou la droite de la gauche. Moi je trouve que c'est un parti de pondération qui mériterait à être plus écouté.
Alors, puisqu'on est sur ces problématiques-là, vous appelez de vos voeux, problématiques nationales, vous appelez de vos voeux à sortir du régime présidentiel. On s'aperçoit qu'on est en 2023, les prochaines élections présidentielles c'est 2027, on parle déjà beaucoup des multiples candidatures. Il faut reconnaître, je vais battre ma coulpe, tous les lundis ou presque, je demande à nos invités qui pourrait incarner. Vous voulez vraiment sortir de ce schéma-là, l'homme providentiel, pour vous, il faut vraiment terminer avec cette affaire-là? Bah, vous m'avez tiré les mots de la bouche, hein. C'est-à-dire que l'homme prévidentiel, ça n'existe pas. On l'a peut-être eu dans l'histoire une fois au XXe siècle avec le général de Gaulle, bien sûr. Je pense qu'à un moment donné, il a joué un rôle clé. Mais déjà l'année dernière, en juin 2022, immédiatement après l'élection présidentielle, je m'étais en effet exprimé contre ce régime présidentiel qui fait que voilà, l'homme providentiel, l'homme qui sait tout, actuellement, on attend toujours l'arbitrage du président de la République sur tel ou tel sujet, et sur, par exemple, des sujets aussi importants que la fin de vie. On attend l'arbitrage du président Macron ou un autre avant. Hein. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Un homme ne peut pas apporter beaucoup de solutions. Donc pour vous, plus de place au Parlement. Aujourd'hui, il a quand Alors, même de fait plus de place avec cette majorité relative. tout à fait. Alors, beaucoup disent que le Parlement ne tiendra pas 5 ans, que le Parlement ne fonctionne pas, qu'il est bloqué. Moi, je crois tout le contraire. On est dans le régime présidentiel qu'on a actuellement, malgré tout, un Parlement qui, du fait de la majorité relative qui en est sortie, le Parlement refonctionne. Car il faut discuter les projets de loi, point par point, et c'est quand même le rôle d'un Parlement. Euh, le Parlement composé d'un groupe majoritaire monobloc qui dit Amen, entre La guillemets, chambre d'enregistrement, la comme on chambre dit. d'enregistrement, c'est devenu insupportable. Et Mais on se demande à quoi servent les députés dans un tel système. Pourquoi avoir 577 députés si c'est pour dire oui à ce que le gouvernement propose? Et un vrai système parlementaire, on n'en a actuellement que les prémices ou qu'un petit aspect grâce à cet éparpillement des groupes. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ça force les dirigeants, ça force le gouvernement à retravailler les projets, à les revoir, à les amender. et à chercher des compromis, Par évidemment. exemple, le gouvernement voulait faire passer récemment une réforme de la surveillance de la sûreté nucléaire. Il voulait fusionner les deux organismes qui existent actuellement. Nul doute qu'avec un Parlement classique, ça serait passé comme une lettre à la poste, et c'est une très mauvaise chose. Les scientifiques se sont beaucoup exprimés à ce sujet. Bah, finalement, ce projet n'est pas passé, ça passe pas, et donc il va falloir remettre l'ouvrage. Alors, un mot comme nous le faisons toujours sur vos indemnités, rapidement, parce qu'il faut quand même qu'on parle du contenu principal de cet entretien, qui sera la ruralité. On va voir en tableau, elle s'élève à 1 500 euros net en tant que maire, et sensiblement la même somme au département, sachant que vous êtes toujours enseignant. Qu'est-ce que vous inspire ces sommes-là? Et plus généralement, les indemnités d'élus. Clairement, vous êtes contre le statut d'élu, vous n'aimez pas forcément le système de l'élu professionnel. Alors, d'abord, je précise, pour information, que je suis à temps partiel. Je suis passé à temps partiel à mi-temps avec mes élèves. Donc déjà, voilà, ça a une conséquence sur la Votre vie vie professionnelle. professionnelle, bien sûr. Et puis évidemment sur la progression qu'on peut avoir. Moi, je suis maintenant bloqué. Voilà. Donc, votre question pose la question de l'élu. Doit-il être à temps plein ou doit-il être En prise avec les réalités de la en prise? société, sachant qu'il y a aussi beaucoup de retraités et qu'il faut un petit peu de tout, Alors, j'imagine. il faut un peu de tout. Les élus professionnels, il en faut à un certain niveau. Il faut évidemment, quand on devient député, je crois toujours qu'il y a un effet cliquet. Il y a un effet cliquet à un moment donné où on a des responsabilités exécutives à un certain niveau, quand on devient président de conseil départemental, quand on devient président d'agglomération, quand on devient maire d'une grande ville, forcément, ça ne peut qu'être l'activité principale. Et on voit quand même encore trop d'exemples de gens qui cumulent ces activités, qui est celle que je viens de citer, avec d'autres mandats. À mon avis, on ne peut pas être député et en même temps autre chose. On ne peut pas présider une agglomération et être autre chose. Ça suffit largement à remplir son agenda. Moi, je suis maire d'une commune de seulement, entre guillemets, 1260 habitants, et puis conseiller départemental, là où je ne suis pas du tout vice-président, juste simple conseiller départemental, ça remplit déjà bien mon agenda. Donc, cette question des élus professionnels, c'est l'effet cliquet. En dessous, il faut pouvoir conserver une activité professionnelle pour être aux prises de la RTT, et surtout ne pas devenir un élu qui ne pense qu'à être réélu la prochaine fois. Moi, si aux prochaines échéances, d'abord, je ne sais pas si je vais être
candidat. Et si jamais je le suis, si je ne suis pas réélu, Vous avez votre j'ai autre métier chose. d'enseignant J'ai autre chose qui vous attend. et je n'en évidemment. ferai pas. Voilà. Et ce mot d'élu professionnel, c'est quelque chose en effet qui, moi, ne devrait pas exister du moins au niveau local, et peut-être même pas au niveau national, parce que le fait de sans arrêt vouloir être réélu la prochaine fois Ça biaise un peu les choses, biaise et forcément. Alors, détruit la vie politique. vous avez parlé de votre statut de maire rural. On va aller dans le fond des choses. Il nous reste 5 petites minutes. La ruralité, après avoir été méprisée, est dans toutes les bouches, avec parfois des arrière-pensées politiques, clairement. Vous êtes victime aujourd'hui, comme de nombreux collègues, du fameux effet ciseau. C'est-à-dire que vous avez moins de recettes et plus de dépenses. Expliquez-nous aujourd'hui à quoi ressemble le casse-tête du maire de Bande-Laveline. Alors, le casse-tête du maire de Bande-Laveline, il est le même pour quasiment tous les maires ruraux avec qui je parle, et puis également, je pourrais dire même la même chose au niveau du conseil départemental, si on a le temps d'en dire un mot après. L'effet ciseau, c'est l'augmentation des dépenses des communes, l'augmentation non maîtrisée, c'est-à-dire augmentation du point d'indice des Le point fonctionnaires, d'indice, la hausse du coût de l'énergie, hausse du coût évidemment. de l'énergie, et puis hausse des travaux publics. Les travaux publics sur certains postes ont augmenté de plus de 30%. Donc, augmentation des dépenses. Et d'un autre côté, on ne peut pas augmenter les ressources. On ne va pas augmenter les impôts en ce moment compte tenu de la situation de l'inflation. Et puis, surtout pour les communes forestières, il y a une grave crise de la forêt actuellement. Les cours du bois sont au plus bas. Il y a des crises au niveau de la forêt qui vont s'échelonner sur les années, sur les décennies qui viennent, avec des problèmes Des bois forestiers. spoliés, les feux Tout de à fait, forêt, je pense que ce n'est pas le évidemment. lieu d'expliquer. Donc les communes sont dans un effet ciseau, on le voit très bien au niveau du conseil départemental, où alors on a beaucoup moins de demandes de subventions, puisque les communes remettent à des jours meilleurs les projets. Y compris le maire du Mont-de-Laveline. Oui, on a un projet qui devait commencer en 2020 de rénovation complète du centre du village, un programme à peu près 800 000 euros, entre 800 000 et 1 million. On peut pas le mettre, il est un peu impensable maintenant de le mettre en œuvre compte tenu de l'augmentation des coûts et puis les baisses de recettes. On le remet à des jours meilleurs et on se fabrique un petit bas de laine. Et le paradoxe, c'est que pourtant vous êtes une commune très attractive pour la population. La preuve, aucun bien à vendre chez vous aujourd'hui. Le peu qui se vend en quelques heures ou quelques minutes sans qu'il y ait d'annonce. Vous subissez aussi ce que vous appelez la plaie des résidences secondaires, c'est-à-dire que il y a beaucoup trop de... C'est quelle proportion chez vous les résidences? Alors chez nous, sur 650 maisons, il y a plus de 110 résidences secondaires au dernier pointage, donc c'est une proportion énorme. Donc un et quand on sixième. voit le nombre de jeunes couples qui frappent à la porte pour venir habiter dans notre secteur, on se rend compte qu'il y a une bonne centaine de logements ou de maisons. Alors comment fait-on parce qu'il faut aller dans les solutions quand même. Vous n'avez aucune prise. On n'a aucune prise puisque on pourrait imaginer Une hausse de la fiscalité, ouais. d'augmenter la fiscalité sur les résidences secondaires. Le problème, c'est d'ailleurs, est-ce que ça dissuaderait vraiment quand on a les moyens d'avoir une résidence secondaire, payer un peu davantage d'impôts? C'est peut-être pas gênant, donc à mon avis, ce serait pas assez dissuasif. Et puis surtout, je voudrais appuyer là-dessus, les gîtes et les résidences touristes meublées sont considérées comme des résidences secondaires, ce qui est une absurdité. Là, j'en appelle à nos parlementaires de faire quelque chose là-dessus. On les a déjà alertés. Si vous augmentez la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, vous pénalisez les acteurs du tourisme. Et donc, on a très peu de prise là-dessus. Alors, il y a une semaine de la ruralité qui s'ouvrira en novembre, initiée par le conseil départemental des Vosges. On va mettre tout sur la table en allant un petit peu partout, en montrant qu'effectivement, il y a des services publics qui ont reculé, mais il y a aussi des choses qui se font. Qu'est-ce que vous attendez de ce genre d'opération? De mettre en lumière certaines belles choses qui se font. Donc, nous, dans notre canton, nous mettrons un coup de projecteur sur les vignes de Lacroix aux Mines, d'ailleurs, qui sont très bien nommées Lacroix aux Vignes. Voilà, une initiative qui est un partenariat entre des habitants, la mairie, une association qui s'est montée. On a fait les vendanges samedi, on dernier. en voit quelques images voilà, d'ailleurs. C'était un moment intéressant. Projet intéressant, parce que participatif. Et puis, voilà un exemple qui montre que la ruralité, donc dans la commune voisine de Lacroix aux Mines, la ruralité se porte bien. Moi, je suis maire d'une commune, en tant que maire d'une commune rurale, je suis content d'y être. Voilà, il ne faut pas noircir le tableau, malgré ce que je vous dis tout à l'heure, que c'est des difficultés, mais qu'on va surmonter. On a d'autres difficultés, par exemple. La médecine, par exemple, en quelques mots. La médecine, alors on a eu la chance de faire
une maison de santé, sans quoi ce serait même pas la peine de chercher un nouveau médecin. Mais en effet, nul ne peut être sommé de trouver ce qui n'existe pas ou peu. Des médecins, maintenant, on sait bien que suite aux 40 ans d'incurie sur le numerus clausus, on a du mal à en trouver. On a fait des appels, on avait trouvé quelqu'un, ça n'a pas pu se faire. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul médecin dans la maison de santé. On continue à chercher, mais c'est en effet un des enjeux très importants parce que c'est un service public très important. Merci beaucoup Stéphane Demange, on aurait pu discuter encore longtemps effectivement de cet aspect-là. On se retrouve nous la semaine prochaine avec le sénateur Jean Agraire, on lui proposera d'ailleurs quelques questions qu'on vient d'évoquer. Merci à vous, très bonne semaine à toutes et à tous.